Merci d'être présent à cet atelier. Donc, c'est un atelier choral. Donc, la cybersécurité est un sujet qu'on traite en meute. C'est pour ça que je vais co-animer cet atelier avec trois acteurs majeurs de la cybersécurité en région. Donc, Cédric Sétécal-Arcon qui représente la société Serenicity. Cédric, en deux mots, tu peux présenter ta société si tu veux bien. En deux mots? En deux mots, c'est très compliqué pour moi, tu le sais, Antoine. C'est Maurice. Donc, start-up de cyberprotection, et non pas cybersécurité. Donc, fondée en 2018, 3 ans de R&D, 10 brevets européens, essentiellement dans la CTI, donc la Cyber Threat Intelligence. C'est le dernier mot anglais que je vais prononcer. En clair, c'est de récupérer dans le cyberespace des métadonnées qui permettent de qualifier les cyberattaquants, de les repérer, et donc derrière, une fois qu'ils sont repérés, de bloquer à travers des outils, un outil principalement qui s'appelle Detoxio. Merci Cédric. Toi, tu y arrives. Dernier point, Bien. Merci. j'avais pas fini, Serenicity, donc 14 collaborateurs, mais essentiellement en R&D, on est à peu près 8 en R&D. Maxime. Yes, bonjour à tous. Maxime Vacher, cofondateur de la société Pirate, donc on a créé il y a maintenant 2 ans et demi, qui a pour vocation de démocratiser une approche offensive dans la gestion du risque cyber. Donc qu'est-ce que c'est que l'approche offensive dans la gestion du risque cyber? C'est finalement, une fois que vous avez mis en place tous les mécanismes de protection au sein de votre SI, les mettre dans les mains de hackers, mais des gentils hackers qui eux vous veulent du bien. En tout cas, vous savez combien ça vous coûte avant l'attaque. Donc nous, on vient simuler une attaque réelle sur vos systèmes d'information. Et du coup, Quentin Nico de la société Elysium Security et RootMe Pro, donc deux PME, on va dire, de la région, donc basées pas loin, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Côté Elysium, on fait à peu près tout ce qu'il y a à faire en termes de cybersécurité technique, audit, formation, réponse à incidents, conseil, expertise, supervision, etc. Et on est éditeur d'un logiciel type SIEM, on en parlera un petit peu à la fin, mais c'est un gros outil de supervision globale pour la cybersécurité. Et côté RootMe Pro, on est à la tête de la plus grosse communauté de ethical hacking ou de cyber de France, avec 700 000 joueurs, je crois. Donc on a formé pas mal de monde aux enjeux de la cyber avec des challenges pratiques et ludiques. Voilà. Merci. Donc moi, je m'occupe de la communauté cybersécurité au sein du pôle de compétitivité minologique. Donc on accompagne les entreprises dans leur croissance via l'innovation. Donc on crée les conditions des projets. Donc si vous avez des besoins de financer votre R&D, on est là pour vous accompagner et trouver des financements privés, publics, régionaux, français, européens. L'objectif de cet atelier, c'est de démontrer à des dirigeants et des DSI l'intérêt de la cybersécurité et quelques bonnes pratiques. Donc là encore, on va dérouler. S'il y a des besoins de faire des points d'accès ou des points d'éclairage plus techniques, vous avez des experts autour de moi. Alors j'ai le mauvais rôle, moi, dans un premier temps, c'est de vous repréciser à tous que le marché de la cybersécurité n'est pas prêt de se tarir, malheureusement. Les attaques sont en pleine expansion. On a parlé toute la journée d'IA. Et l'IA est aujourd'hui un très bel outil, mais qui sert énormément à nos amis hackers, qui sont extrêmement efficaces dans l'innovation. Ils se partagent énormément de choses. Et aujourd'hui, on a des solutions sur étagère. On revient du FIC, là, récemment, et il y a une anecdote qui m'a marqué. Hein. C'est un petit gamin de 12 ans, hein, qui n'est pas russe, hein, qui est hollandais. Il s'est fait arrêter parce qu'il générait plus de 120 000 euros par semaine de ransomware. Donc voilà, donc même votre voisin, même votre petit cousin peut faire ça parce que c'est simple au final. Donc malheureusement, la réalité, c'est que aujourd'hui, les attaques sont simples, faciles et massives. Et que nos PME aujourd'hui sont les entreprises les plus en danger parce que les plus grosses structures se sont bien utilisées, sont bien protégées, et par cascade, les attaques redeviennent sur les PME qui sont très mal adressées par les entreprises, par les gros acteurs, et sont souvent mal outillés, et nos DSI, qui sont nos amis, on l'a vu tout à l'heure, sont parfois un peu démunis. Et la réalité, elle est triste, hein, aujourd'hui, c'est qu'une entreprise sur 4 n'a pas du tout de plan de sauvegarde. Hein. Donc ça veut dire qu'on est exactement dans le cas de figure où on s'est fait attaquer et il n'y a absolument rien. Peu d'entreprises ont de référents. Peu d'entreprises se sont préparées ou se préparent. Donc voilà, on est face à un vaste désert malheureusement, et c'est pour ça que là aujourd'hui on essaie d'apporter quelques éléments de lecture. Quentin? Oui, alors effectivement, comme tu l'as dit Antoine, on est parti du principe que les personnes qui allaient suivre ce séminaire étaient des chefs d'entreprise de l'industrie ou pas. Donc si vous êtes dans la cybersécurité, on ne va pas forcément vous apprendre grand-chose.
mais vous n'avez rien à faire là non plus, donc tant pis. Du coup, on va faire un petit focus sur les enjeux spécifiques à l'industrie, typiquement les 4 grands risques identifiés de la supply chain attack. Donc les plus connus, on va dire, c'est l'attaque par rebond. Concrètement, pour attaquer un grand groupe, ça devient un petit peu compliqué. Par contre, de l'attaquer par le biais d'un de ses sous-traitants, fournisseurs, filiales, etc., ça devient de suite plus simple. Donc on va utiliser cette petite structure pour rebondir. Deuxième, c'est le vol de données, puisque pour travailler avec ses sous-traitants, par exemple, un grand industriel va devoir partager un certain nombre de données. Ça peut être par exemple le plan du Charles Leclerc, hein, je dis n'importe quoi. Et ben, du coup, ces données seront moins bien protégées chez le sous-traitant que chez le grand groupe. Le troisième, qui est particulièrement problématique pour les entreprises, c'est l'interruption de la production. À la différence d'une entreprise de service qui peut potentiellement un peu continuer à fonctionner, une entreprise industrielle qui se voit interrompre sa production pendant X semaines, ça lui fait très mal. Et ça fait très mal à ses clients, puisqu'on voit qu'il n'y a maintenant plus vraiment de stock. Par exemple, pour finir une Renault, il faut X centaines de pièces différentes qui sont livrées quasiment au jour le jour. Et donc, si la pièce de tel fournisseur n'est pas livrée, c'est autant de temps de retard sur la production de la Renault. Et la dernière, qui est plus pour tout ce qui va être IoT et logiciel, c'est que ces grands industriels, dans la défense par exemple, intègrent de plus en plus d'équipements, on va dire, connectés, qui peuvent être, dès la conception, chez le petit sous-traitant, par exemple TPE-PME, infectés avec des composants malveillants, que le hacker pourra activer une fois que ce composant sera, par exemple, dans un canon Nexter. J'ai dit un exemple parmi tant d'autres. Tout ça fait que ce soit au niveau réglementaire européen ou français, il y a de plus en plus de choses, mais aussi les grands clients, les grands donneurs d'ordre vont imposer de plus en plus de niveau de sécurité dans les appels d'offres et dans les contrats, quitte à ne pas donner un appel d'offres à un fournisseur parce qu'il n'a pas atteint le niveau de sécurité minimum. Donc ça ne devient pas forcément qu'une contrainte, ça devient aussi un argument commercial à mettre en avant, de dire que moi, en petite entreprise, je fais un minimum de choses pour me protéger, ce qui fait que vous pouvez être rassuré sur le fait que j'ai un peu moins de chances de me faire attaquer et d'interrompre la production, par exemple. Savoir pour me pouvoir, Cédric. Effectivement. Savoir, c'est savoir, en fait, en tant que responsable, alors de directeur de petite société ou de petite PME ou d'ETI, c'est aussi de gérer des risques. Quelque part, un risque, c'est quoi? Le feu, ça brûle et ça tue. L'eau, ça peut être destructeur dans une entreprise, et la cyber doit être assimilée à un risque comme un autre. Donc la cyber reste un risque comme un autre, et donc à partir du moment où on arrive à le positionner sur une échelle, on arrive mieux à le gérer, à le quantifier et, entre guillemets, l'assimiler. Je ne sais pas si je peux avancer un petit peu. Voilà, donc selon la disponibilité en fait, et selon ce vers quoi on veut aller, différents risques cyber, tout à l'heure on a parlé de risques par rebond, typiquement l'entreprise qui est visée par un risque, en tout cas par un rebond, pour elle, le risque, il est acceptable parce qu'elle ne le voit pas. Encore une fois, rendre visible l'invisible une cyberattaque, c'est aussi un élément important. Et donc, le rebond dans l'échelle de gravité des risques, il n'existe pas, parce que l'entreprise en elle-même n'est pas infectée. En revanche, elle peut servir de rebond pour aller attaquer une autre entreprise. Si je peux avancer un petit peu, s'il te plaît. Donc la matrice des risques, je ne vais pas vous la représenter. Le seul point qui est essentiel au niveau aujourd'hui de pouvoir rentrer dans une entreprise, c'est que le système d'information couvre l'ensemble des structures et des outils au niveau d'une entreprise, à savoir la partie financière. Donc vous avez un logiciel de compta, vous avez un logiciel bancaire, il y a toute la partie financière, mais aussi l'outil de production, etc., etc. Donc la transition numérique des organisations amène le risque cyber au cœur de votre entreprise. Là, j'ai voulu vous montrer une petite démo, un petit film vidéo sur des outils en fait, que l'on ne soupçonne pas de pouvoir discuter avec la Terre entière, c'est-à-dire les robots industriels. Aujourd'hui, on va sécuriser les postes de travail, on va sécuriser l'ensemble des outils des différents collaborateurs, on sécurise des mobiles, des téléphones mobiles, et en fait l'outil de travail, à partir du moment où il est connecté à Internet, et là je rejoins sur la partie IoT, lui peut communiquer, ne serait-ce que pour aller récupérer ces informations qui sont de mise à jour, de produits, etc., etc. Et là, dans une entreprise industrielle, on a, là, dans le cas précis, en fait, l'entreprise n'avait pas de problème de rançon logicielle, aucun sujet sur la partie rançon logicielle, mais en fait, elle avait son robot industriel qui communiquait avec la Terre entière, notamment la Chine, y compris son imprimante.
Et elle se rendait compte, elle travaillait, donc on l'appelait Pépito SA, elle travaillait pour une entreprise de la BITD, donc de la défense, et elle a trouvé les copies de ces produits en Chine. Et donc, il était même étonné que la notice d'utilisation était la même, avec les mêmes sémantiques, voire les mêmes polices. Et en fait, il s'est rendu compte à travers l'outil que son robot communiquait en temps réel sa programmation, y compris les imprimantes. Donc, il avait le cyberattaquant avait la cadence. Il pouvait limite régler à distance et influencer la production dans l'usine de production, et tout ça sans avoir aucune, j'ai envie de dire, traçabilité possible. Donc, notre outil a permis de détecter ça. Donc là, il s'est rendu compte qu'il avait effectivement un sujet. Le DSI, là pour le coup, il n'avait pas de DSI, parce que c'est vrai que d'ailleurs dans la pièce de théâtre, on parlait des personnes qui ont des DSI, mais dans les TPE, PME, voire des très petites TPE, PME, il n'y a pas forcément de DSI, il y a un prestataire en place. Et le prestataire, lui, il va faire office de DSI, mais avec ses compétences et les besoins financiers aussi de la TPE. Donc c'est important d'avoir cette idée en tête, de pouvoir être d'un côté protégé. Donc ça, c'est aussi les prestataires aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les prestataires informatiques à remettre aussi un petit peu au niveau, si je peux me dire ça comme ça. Et là, je pense qu'aujourd'hui, autour de la table, on a tous eu des cas où le prestataire informatique, il n'était pas forcément positionné au bon endroit, pour le coup, mais aussi d'avoir les outils de traçabilité, hein, de pouvoir, j'aime bien le terme rendre visible l'invisible. Quand on fait une intrusion chez vous, on vous casse une vitre, si vous n'avez pas de système d'alarme, mais au moins vous savez que quelqu'un est rentré, dans votre service informatique, en fait, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les flux, vous êtes, hormis d'être un DSI très chevronné avec des bons outils et des gros équipements financiers, sinon ça reste invisible. Donc pareil, alors je vais le rappeler, la même entreprise, Pépito SA. Donc un dirigeant d'entreprise avec son épouse, 30 ans de labeur, une boîte qui faisait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un milieu industriel. Il y arrivait le Covid, ils ont décidé après le Covid de vendre leur entreprise, avec valorisé à l'époque de la vente à 10 millions d'euros, et donc commencer à chercher des repreneurs. Ces repreneurs, il y en a eu 2 qui se sont présentés, un allemand, un industriel allemand et un industriel italien. On va dire qu'ils étaient en phase de négociation ultime avec les 2. Et tout d'un coup, une cyberattaque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une cyberattaque, bizarrement, sans rançon. Donc, on va dire à qui profite le crime derrière. Mais voilà, une cyberattaque sans rançon. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement cryptage des fichiers de la comptabilité. Mais là, en tout cas, c'était un cas réel. Et la valorisation en fait, de l'entreprise est passée de 10 millions d'euros à 2 millions d'euros. 10 millions, 2 millions. Et elle a été vendue en l'état avec un départ de 9 de ses 20 salariés. Donc ça a été un vrai traumatisme et un vrai déchirement pour 30 ans de labeur qui se terminent de cette manière-là. Et encore une fois, sans demande de rançon, donc sans pouvoir derrière remédier, sans pouvoir reprendre un niveau, et sans parler de l'image au niveau des collaborateurs. Et je ne pense pas, enfin pour les avoir rencontrés il n'y a pas très longtemps, ils le vivent encore très mal. Hein. Ils essayent de voir leurs collaborateurs parce que quelque part, c'est aussi une part de leur activité, une part de leur vie qui s'est arrêtée. Alors au-delà de l'aspect financier, 10 millions, 2 millions, on pourrait tous imaginer que ça nous embêterait un petit peu, mais pour le fond, c'est plutôt sur le fond et sur la forme, pour le coup, que la séparation s'est faite dans de mauvaises conditions. Donc la cyber, c'est un risque comme un autre. Un risque qui ne doit pas être négligé et qui doit être regardé par toutes les entités, tous les services de l'entreprise et doit être regardé avec attention. D'autant plus que l'entreprise nativement est assez visible. Hein. On a l'impression qu'on est assez bien protégé derrière nos bureaux. Mais en fait, Maxime, pas tant que ça, hein, c'est ça? Pas tant que ça. En tout cas, le point de départ est de se dire que entreprise ou vous personnellement, vous avez tous une surface d'exposition sur Internet que vous maîtrisez ou que vous ne maîtrisez pas. Et lorsqu'on a voulu vous faire une démo, alors on se posait la question de ce qu'on pouvait faire, en évitant l'effet démo bien sûr, et on a pris le parti de se dire, avant toute cyberattaque, il y a une phase qu'on appelle la phase de reconnaissance, où là, peu importe la cible, on va commencer par aller rechercher de l'information sur cette cible. Donc on est vraiment en amont de l'attaque, et là on peut utiliser plein d'outils de recherche qu'on cache derrière le mot OSINT,
Roseau en français, je crois. L'idée, c'est pas de vous faire une démo d'OSINT ici, mais c'est plutôt de vous montrer comment, en 10 minutes, café compris, on est déjà capable de retrouver plein d'informations sur une entreprise. C'est des informations qui sont libres, qui sont accessibles via le web, donc avec Google Chrome. On n'a pas lancé le Darknet ou Tor ou ces choses-là. C'est pour vous montrer un peu la simplicité de consultation de ces infos-là. Et après, on va pouvoir se poser la question de à quoi elles nous servent dans le cadre de l'attaque. Donc la première, c'est que LinkedIn est notre ami. Alors à l'époque, on avait l'annuaire. Maintenant, on a LinkedIn, qui est une source incroyable d'informations sur qui est dans l'entreprise, quels sont les rôles et responsabilités de chacun, et quelles sont les personnes clés qui pourraient être l'objet d'une tentative ciblée de phishing. Donc là, ce que je vous montre, c'est un bête fichier Excel. C'est à ce moment-là où je me demande si j'ai bien tout flouté. Pour vous montrer que, effectivement, en l'espace de 30 secondes, on est capable, depuis LinkedIn, d'extraire l'ensemble des noms, prénoms, photos, posts de tous les salariés de l'entreprise. Ça permet déjà, si on prend un exemple phishing, j'ai les noms, j'ai les prénoms, je suis capable de regarder comment sont les adresses mail, je peux envoyer mes 300 phishing à mes 300 salariés. Voilà. Si on s'appuie sur un second outil, dans les surfaces d'exposition que vous ne maîtrisez pas, c'est potentiellement toutes les informations qui sont relatives à votre entreprise dans les fuites de données. Qu'est-ce que c'est qu'une fuite de données? C'est des données qui ont fait l'objet de fuites de par la compromission potentiellement de services que vous utilisez, de sous-traitants, ou en tout cas elles se sont retrouvées disponibles sur Internet. Tous les logos que vous trouvez en bas, c'est des sociétés dont leurs données ont fait l'objet de fuites. Donc typiquement, on retrouve Deezer, Twitter, LinkedIn, Yahoo, Badoo, c'était plus vieux. Mais en tout cas, sur ces données, on retrouve assez facilement des couples identifiant mot de passe. Identifiant mot de passe, adresse mail avec mail de l'entreprise. Donc déjà, là, ça pose une question, qui est la séparation vie privée et vie publique potentiellement sur des sites comme Badoo ou comme LinkedIn. Mais en tout cas, on les retrouve. La vraie question qu'il y a derrière, c'est la problématique de gestion des mots de passe pour vos petits utilisateurs. Il y a des chances qu'ils aient 1, 2, 3, 4 déclinaisons du même mot de passe. Donc potentiellement, l'étape d'après, c'est j'essaie de me connecter avec leur boîte mail, sur leur boîte mail avec ces identifiants mots de passe. Ça ne veut pas dire que ça marchera, mais c'est déjà une première étape qui peut me permettre d'accéder à vos systèmes. Analyse d'exposition. Donc là, on est plutôt au niveau de votre entreprise. Votre entreprise, elle a un ou plusieurs noms de domaine. L'objectif de l'attaquant, ça va être de faire une énumération de ce nom de domaine. Donc j'ai mon site, factice.fr, je n'ai pas choisi Pépito moi. L'idée c'est de voir derrière ce nom de domaine, c'est pas la même génération, quels sont les services et les actifs que vous pouvez exposer. Ça prend 2 secondes dans un navigateur web. Donc je suis capable de dire que derrière votre nom de domaine factice, vous avez une interface web qui s'appelle jed.factice.fr, qui est sûrement un outil de gestion documentaire. Pareil pour votre application de notes de frais. On peut même aller jusqu'à trouver des versions en test de vos applications. Là, la question, c'est est-ce que vos versions en test, elles sont aussi sécurisées que vos versions en prod? Je vois api.appmobile, donc je sais que vous avez une appli mobile. Voilà, j'ai récolté plein d'infos, potentiellement un site intranet. Et là, on repense aux identifiants que j'ai trouvés au-dessus, en se disant, qui sait, peut-être que si je les rejoue, je suis capable de rentrer à l'intérieur. Donc, il y a 2 aspects. Soit j'essaie de rejouer l'information mot de passe que j'ai trouvé précédemment, soit maintenant que j'ai la liste de tous vos actifs, je suis capable d'aller identifier si sur chaque actif, j'ai des vulnérabilités qui sont présentes. Et là, c'est plus des notions techniques qui vont être mises en place plutôt que simplement de l'information. Alors, c'est le dernier point, on y pense peu souvent. On pense beaucoup à des informations concernant vos utilisateurs, des chantiers techniques, mais il y a tout un tas d'informations purement économiques, juridiques, propres à votre société, qui sont disponibles publiquement sur Internet. C'est pas grave, c'est même légal. Il y a des documents qui doivent faire l'objet d'une publication annuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver assez facilement? On peut trouver les statuts de vos sociétés. Dans ces statuts, on est capable de trouver toute la structure juridique, donc qui est actionnaire, à quel pourcent,
finalement qui est le décideur à l'intérieur. On peut suivre aussi les différents procès-verbaux d'AG, donc on peut suivre la vie de l'entreprise à l'historique. On trouve aussi les comptes de résultats. Les comptes de résultats, ils ont leur importance. Quand on disait lors de l'atelier précédent qu'ils sont capables de dimensionner la rançon en fonction de votre capacité à payer. Donc c'est toujours une somme d'informations qui est importante et qui va permettre de cibler l'attaque, de la réfléchir et de vous mettre face au dilemme de est-ce que je paye une fois que mon système est compromis. Je vous passe la capacité à naviguer dans le patrimoine et les différentes structures juridiques qui sont toutes reliées entre elles. Il y a un dernier point qui est plutôt important. On parle beaucoup d'attaque au président. Un truc bête, dans tous les PV d'AG, sur les statuts, il y a la signature de votre cher président. Donc c'est très facile d'usurper l'identité de votre président à travers sa signature. Et c'est un des points d'attaque où on se dit tiens, c'est exactement lui, je le connais, sa signature, c'est celle-là. Voilà. Donc voilà, l'idée, c'était de vous montrer un peu les différentes informations qu'on peut collecter gratuitement, en l'espace de 10 minutes, café compris, sur votre entreprise, qu'il faut en avoir conscience. Je pense que le premier point, c'est d'en avoir conscience, parce que vous ne pouvez pas tout supprimer. Donc typiquement, si on prend l'exemple des logins mots de passe, allez voir vos utilisateurs, dites-leur vos informations ont fait l'objet d'une fuite de données, vérifiez que vos mots de passe sont plus compromis. Changez-les. C'est important en tant que dirigeant, c'est aussi important en tant que responsable informatique, le fait que vous puissiez remonter ces informations-là à vos patrons, ça va être plus facilitant pour vous pour développer des besoins, d'identifier des budgets et des solutions. Donc là aussi, ça crée les conditions du dialogue parce que le dirigeant est un peu loin et c'est normal parce qu'il a mis le métier. Donc c'est important pour lui de bien comprendre et après de mettre en place donc, des méthodes. Ah non, pardon. Désolé, Maxime. C'est pas grave, tu as fait la transition pour moi. Effectivement, donc toutes ces informations-là sont disponibles. C'est pas forcément grave. Par contre, quand on sait que la majorité des attaques PME, ETI sont faites par opportunisme, c'est important de ne pas représenter cette opportunité auprès de l'attaquant qui vient de nous attaquer. C'est pour ça qu'on va mettre en place des actions de cybersécurité, justement pour ne pas être l'opportunité, que l'attaquant préfère aller voir chez le voisin, chez qui c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et qui a beaucoup plus d'argent pour payer la rançon. Alors, du coup, maintenant, c'est comment on se protège. Alors, il y a plein de choses qui existent. On est parti sur un référentiel connu qui est NIST. L'objectif, c'est surtout de savoir par où commencer, de ne pas paniquer, de se saisir du sujet, notamment quand on est chef d'entreprise ou membre du CODIR. Alors, NIST, c'est un gros référentiel américain qui est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a 5, 6, ouais, j'ai du mal à compter. 6 grandes catégories. Elles sont assez liées. Et l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer en quoi, en fait, c'est comme dans la vraie vie. Il n'y a rien de technique. Alors oui, il y a des sujets techniques derrière, mais en tant que dirigeant, l'objectif, c'est juste de savoir à peu près à quoi ça ressemble et de ne pas lâcher l'affaire et de se saisir du sujet. Ça ne veut pas dire que c'est lui l'expert. Ça veut juste dire, il s'y intéresse. Donc, à minima, il faut commencer par identifier comment on veut protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc savoir tous les actifs informatiques qu'on utilise au quotidien, et il y en a beaucoup plus qu'on imagine. C'est toujours moins parlant que la richesse physique, mais concrètement maintenant la richesse d'une entreprise, elle est sur le virtuel. C'est la base de données clients, c'est la R&D, c'est la compta, c'est toutes ces choses-là. Donc ça, il faut savoir ce qu'on a, identifier. Il faut connaître ses risques. Qu'est-ce qui est le plus risqué pour moi? Si je dois mettre en place un plan d'action et commencer à me protéger, par où je commence? Qu'est-ce qui peut me faire le plus mal si ça passe? C'est gérer aussi les risques de sa supply chain. On en a parlé tout à l'heure. Ça inquiète les grosses entreprises, mais vous aussi, en tant que petite entreprise, potentiellement ou grosse, je ne sais pas, vous avez plein d'acteurs autour de vous. Donc oui, peut-être que vous allez vous sécuriser, mais les gens autour de vous, ça peut être votre prestat informatique, ça peut être vos sous-traitants, vos filiales, ne le sont pas. Donc c'est un risque à prendre en compte. Et d'une manière générale, si on ne sait pas ce qu'on a, on ne peut pas s'améliorer. Donc une fois qu'on a fait un état des lieux, par des audits ou autres, par exemple, on pourra en reparler après, on voit comment s'améliorer. Il faut aussi gouverner, donc ça c'est un petit peu la catégorie globale. Gouverner, on n'est pas forcément dans la technique, mais c'est connaître toute l'organisation, tout le contexte qui est autour de nous. C'est d'avoir une stratégie de gestion des risques.
c'est connaître les responsabilités et rôles de chacun, y compris aussi potentiellement de se faire accompagner par les bonnes personnes, pour être aussi, pourquoi pas, prêt en cas de crise. Donc avoir des prestats techniques, avoir des prestats plus sur la partie légale, avoir un peu les contacts d'urgence en cas de crise par exemple. Et d'une manière générale, c'est essayer de suivre, alors ça c'est le plus difficile, mais tout ce qui est procédure politique, etc., il y a de plus en plus de réglementations sur lesquelles vous êtes potentiellement obligé de suivre, ou voilà, ça vous impose en tout cas un certain nombre de choses, que ce soit côté client ou côté étatique. Il faut un minimum être conscient de ça. Une fois qu'on sait à peu près ce qu'on a, il faut bien sûr protéger. Donc il y a plein de manières de protéger, mais en tout cas l'audit ou identifier un petit peu ce qu'on a va nous permettre de prioriser comment protéger. Donc il y a des solutions de sécurité, il y a des solutions physiques aussi pour protéger au moins le contrôle d'accès, etc. Il faut former et sensibiliser ces équipes. La plupart des acteurs informatiques aujourd'hui n'ont jamais été formés à la cybersécurité. Donc ils ne font pas leur travail, entre guillemets, security by design. Vos collaborateurs, c'est pareil. Si demain ils se prennent un lien de phishing et ils cliquent, s'ils n'ont pas été sensibilisés, vous ne pourrez rien leur dire. Si ils ont été sensibilisés, peut-être que là, potentiellement, vous allez pouvoir leur taper sur les doigts. Il faut protéger ses données, savoir où sont ces données. Encore une fois, on identifie. Protéger les différents services, protéger son infrastructure, bref, plein de choses à protéger. Il existe pas mal de solutions de protection. Derrière, il faut savoir ce qui se passe aussi en temps réel. Donc, il faut détecter, comme un système d'alarme dans votre bureau. Il y a un certain nombre de données, un certain nombre de choses qui se passent sur votre SI. C'est pas au moment où vous allez vous prendre le ransomware et que vous allez voir que vos données sont chiffrées que vous allez détecter quelque chose. Ça, c'est pas de la détection, ça, c'est se prendre quelque chose dans la tête. Donc, le but, c'est d'avoir un maximum de données, avoir des équipements de détection, potentiellement des gens qui regardent derrière, un peu comme Verisure, entre guillemets, pour le plus tôt possible voir ce qui se passe et réagir. Donc c'est constant, c'est vraiment un monitoring. Il faut pouvoir répondre. Pour répondre, alors on espère qu'on ne va pas être que dans ça, mais dans beaucoup de cas, dans des PME, ils sont que dans la réponse. Ils se prennent un incident, ils répondent. Il faut pouvoir gérer l'incident, donc tout ce qui va être gestion de crise aussi. Il va falloir analyser l'incident. Qui a fait quoi? Par où ils sont passés? Quels ont été les impacts? Est-ce qu'ils sont encore là? Comment je fais pour pas que ça se reproduise? Il faut documenter, communiquer, donc il faut récupérer un max d'infos pour communiquer à la CNIL, à l'ANSSI, à ses fournisseurs, à son assurance, etc. Donc si on n'a pas fait tout le travail au début de connaître les données et essayer de les protéger quelque part, ça va être compliqué de comprendre ce qui se passe et de documenter. Et ensuite, il faut commencer à réparer et reprendre une production ou reprendre un travail plus ou moins normal petit à petit. Donc minimiser l'impact de l'incident, minimiser la durée d'inactivité, pourquoi pas, de l'entreprise. Et après, on arrive dans la reprise complète de l'activité. Donc, s'appliquer le plan de reprise, communiquer sur la reprise, rassurer, on va dire, les différents acteurs, qu'on n'est plus, on va dire, le lépreux du coin qu'il faut complètement isoler parce qu'on est, on va dire, compromis de partout. Et donc, tout ça, ça se prépare aussi. On l'a vu tout à l'heure, c'est les gestions de crise, c'est avoir les bonnes pratiques, les bonnes personnes, etc. Parce que le jour J, surtout si on n'est pas du tout préparé et qu'on n'a pas fait l'identification de ce qu'on a, on ne s'est pas protégé, on ne détecte rien, ça va être la panique. Donc ça va être vraiment en bonne best et forte et c'est pas recommandé. Voilà, le but c'est de dire, c'est comme dans la vraie vie, vous faites déjà au quotidien, c'est juste que là on parle de ressources virtuelles donc ça parle moins, mais d'une manière générale c'est quelque chose qu'on fait au quotidien sur à peu près tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils pour ça. Donc là aussi, toute la démarche, elle paraît potentiellement complète, mais on a des acteurs pour vous aider. Donc tout le leitmotiv, c'est ne restez jamais seul. Donc un audit, est-ce que c'est compliqué, Maxime, à mettre en place? Et c'est quoi? Très très compliqué. Ouais. Non, comme le disait Quentin, le point de départ, il est compliqué à trouver, mais dans tous les cas, il faut y aller. Enfin, vous, en tant que responsable, en tant que dirigeant, vous devez d'avoir un avis sur la cyber. Pour avoir un avis, il faut avoir les informations. Et c'est finalement ça qui est le plus dur en général dans les entreprises. C'est, OK, quand je dois faire l'état des lieux, aujourd'hui, est-ce que j'ai un état des lieux exhaustif de tout mon système d'information? Est-ce qu'il est documenté? Et est-ce que j'ai des vulnérabilités qui sont associées? Donc, pour faire ça, c'est le premier pas finalement, c'est savoir pour diriger, et du coup pour choisir, c'est je peux faire ce qu'on appelle un audit. Alors un audit, on connaît des audits comptables, on fait pareil sur les audits de système d'information. L'idée c'est d'avoir une photo à l'instant T de votre système d'information. Alors oui, les systèmes d'info, ils vivent, et potentiellement il est de bon ton de faire un audit tous les ans s'il y a eu beaucoup d'évolution. Mais en tout cas, vous avez au moins une photo de départ
à l'instant T de votre système d'information. Ça vous permet d'identifier vos forces, d'identifier vos faiblesses et potentiellement derrière de commencer à construire un plan d'action vis-à-vis de ce sujet cybersécurité que vous devez de mener. Donc l'audit, il est très centré interne. L'analyse de risque, elle est plutôt liée à votre environnement sur la partie externe. Donc c'est important de mener les deux en parallèle pour avoir toutes les informations et mener des arbitrages à l'issue de ça. Il y a effectivement différents types d'audits. Alors, tu pourras en parler, Quentin, si tu veux, hein, mais il y a des audits qui sont plutôt à visée organisationnelle. Donc là, c'est finalement au niveau structurel de votre entreprise, comment vous adressez le sujet sécurité. Alors, est-ce que vous l'adressez? Et si vous l'adressez, comment vous l'adressez? Est-ce qu'il y a des processus? Est-ce qu'il y a des cartographies des acteurs? Est-ce qu'il y a déjà des notions de réponse à incident? Ensuite, il y a une visée plutôt audit technique, où là, on vient plutôt vérifier la bonne application de tout ce qu'on s'est dit sur la partie organisationnelle, entre le plan que je me suis donné et ce qui est implémenté dans mon SI, est-ce que je suis en ligne ou pas? Et auquel cas, comment je rectifie? Ces deux phases d'audit, elles sont très... l'audit, il est toujours par rapport à une réglementation. On a différentes réglementations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Il y a l'ISO 27001, l'ISO 27002. Il y a le guide de bonne hygiène de l'ANSSI, qui est plein de bon sens déjà dans un premier temps. Et ensuite, on voit arriver NIS 2, dont beaucoup de monde parle aujourd'hui, et beaucoup d'entreprises vont devoir s'y conformer. Et puis, il y a toute une obligation au niveau de la RGPD auquel vous devez vous conformer. Il y a une autre phase d'audit, alors qui est celle que je connais bien parce que c'est celle qu'on fait chez Pirate, qui est ce qu'on appelle un pen test ou test d'intrusion en bon français. Et là, on ne vient pas se conformer au référentiel ANSSI, ISO, on vient plutôt se conformer au référentiel de si demain j'ai vraiment un attaquant qui s'intéresse à moi, qu'est-ce qu'il est en capacité de faire? Donc là, le point de départ, c'est l'attaquant connaît mon entreprise, je lui donne un périmètre, potentiellement un nom de domaine, et à partir de là, il va commencer à mener les attaques avec les mêmes compétences, les mêmes connaissances, les mêmes outils qu'un vrai attaquant. Alors, au-delà de s'amuser sur vos systèmes d'information, l'idée, c'est de ressortir avec un plan d'action et des actions de remédiation pour que, à l'issue de celui-là, vous puissiez alimenter votre roadmap cyber et venir boucher les vulnérabilités qui lui ont permis d'accéder à votre système d'information. Donc, c'est deux visions différentes mais complémentaires de l'audit. Et donc, pourquoi on fait ces phases d'audit? Alors, faire l'état des lieux, savoir, c'est ce qu'on s'est dit. Comprendre et connaître le risque, parce que alors, on fait beaucoup de présentations cyber, c'est toujours les mêmes bons conseils qu'on vous donne. Maintenant, quand vous les appliquez à vos organisations, à vos systèmes d'information, c'est tout de suite plus parlant et c'est tout de suite la réalité de votre quotidien. Donc, c'est important de prendre les bons conseils, de se les appliquer pour, encore une fois, savoir et maîtriser les impacts et les enjeux. Alors, il y a un troisième point qui est important, c'est de challenger ses équipes et ses partenaires. L'idée, potentiellement, vous travaillez avec des équipes en interne et des partenaires qui sont vos infogérants. C'est important de les intégrer dans une boucle d'amélioration continue, alors qui se veut constructive, pour la simple et bonne raison que les techniques d'attaque évoluent, les systèmes d'information évoluent, et c'est des choses où on parlait de 2 semaines sur la partie IA, alors c'est peut-être un peu plus long chez nous, mais tous les 6 mois, il y a des nouvelles attaques, et c'est important de voir où est-ce qu'on en est vis-à-vis de ça. Montrer l'engagement de la structure, pardon, ça c'est que je suis un peu long. Non, c'est simplement ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie, c'est aussi un vecteur de business entre deux fournisseurs. S'il y en a un qui montre qu'il n'a pas attendu la réglementation pour se mettre en conformité, et au-delà de se mettre en conformité, prendre le sujet et commencer à s'améliorer, ça a une vraie valeur. C'est une vraie valeur sur l'image, sur votre image, mais c'est une vraie valeur aussi financière que vous pouvez valoriser dans vos offres en fonction des types de clients que vous adressez. Aujourd'hui, c'est reconnu, et je pense que vous avez tous des cas quand vous répondez à des appels d'offres où on vous demande de remplir un super fichier sur la partie cybersécurité pour savoir où vous en êtes. Donc typiquement, alors au-delà du fait qu'il est compliqué à renseigner, et on ne sait jamais si c'est oui ou c'est non, montrer que vous êtes dans la démarche, c'est avant tout ça que vont chercher vos partenaires.
Et pour servir cette démarche, heureusement, il y a des outils qui existent, qui se développent. On a dans l'écosystème un partenaire qui a mis en place justement cet outil de pilotage et de gouvernance de la cybersécurité permettant à un DSI de suivre l'ensemble du plan d'action comme une gestion informatique habituelle, avec des indicateurs clairs qui peuvent à la fois servir à expliquer à un dirigeant ce qu'il en est, mais aussi pour le DSI, comme le dit Maxime, de challenger son écosystème et de se benchmarker par rapport au référentiel qui est aujourd'hui celui existant du TISAX, 3CF ou la DGA, le RMC, et demain le NIS 2. Donc ces outils permettent vraiment à un DSI d'être maîtrisant et de pouvoir parler à son DG et à son écosystème. Alors, pour le mot presque de la fin, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de supervision. Il existe beaucoup de choses à superviser, beaucoup d'outils de supervision et de détection en cybersécurité, parce que oui, effectivement, vous avez beaucoup de ressources informatiques. Donc, ce qui développe le plus, c'est d'avoir, on va dire, une solution centrale, typiquement un SIEM. Alors, on entend parler souvent d'XDR, de choses comme ça, qui vont centraliser tous ces événements potentiellement des attaques, des intrusions, mais pas que. Ça peut être des mauvais fonctionnements, des mauvaises configurations, etc. Pour alimenter les équipes de supervision en alerte et pouvoir rapidement faire le tri parmi les fausses alertes et rapidement prendre une décision. Sans ce genre d'équipement, c'est très compliqué en fait de superviser réellement sa sécurité, puisque tous les différents équipements parlent chacun de leur côté, ne voient que ce qui les concerne et génèrent parfois beaucoup de bruit parce qu'ils ne communiquent pas vraiment entre eux. Donc il y a pas mal il y a eu un rapport du Sénat, je crois, il y a quelques années, qui disait que multiplier les solutions de sécurité si on n'a pas quelque chose de central, c'est contre-productif et limite l'attaque nous fait plus mal, puisque c'est tellement le bazar quand ça sonne de partout qu'il n'y a personne qui peut regarder vraiment ce qui se passe. Donc bref, avoir des équipes et des outils pour superviser, pour ne pas être juste dans la réponse à un incident tout à la fin quand il n'y a plus rien qui marche, c'est de plus en plus important. Et pour être positif, la cybersécurité n'est pas qu'un risque, c'est vraiment une capacité évidemment à assurer la continuité de l'activité. Le fait d'avoir une usine qui s'arrête est dramatique, financièrement et psychologiquement. Ça permet vraiment de renforcer la confiance. La confiance est un élément important et c'est une différenciation forte dans un écosystème. Savoir qu'on n'est pas parfait, mais dire à son écosystème, je suis en marche et je suis capable de mettre en place des choses et donc je me prémunis d'un maximum de risques. C'est bon pour mes clients et c'est bon pour mes fournisseurs et c'est bon pour mes collaborateurs. Évidemment, c'est un droit, un devoir, une obligation, mais c'est une nécessité de protéger ces données sensibles. On en a énormément, des données sensibles, de l'IP et aussi de données personnelles. Et là encore, pour respecter la loi, on a évidemment la nécessité de déclarer si des fuites de données sont visibles. Donc il faut qu'on soit en conformité. Donc c'est vraiment un élément positif. La cybersécurité doit être un point qui doit être mis en avant, non pas comme un problématique, mais comme un élément de différenciation, pour que, et il y a certains DSI dans la salle, ce ne soit pas un simple centre de coût, parce qu'une entreprise qui se gère bien, qui maîtrise bien sa donnée, évidemment, c'est une entreprise agile, une entreprise compétitive, donc automatiquement qui a fait des gains de productivité à tous les niveaux de son entreprise. L'image de marque, évidemment, est importante, et même ça devient une marque employeur. Un collaborateur va être plus amené à rentrer dans une entreprise si le dirigeant est capable de porter ses valeurs de sécurité, les valeurs de gestion opérationnelle du système d'information. Donc c'est important pour attirer les talents. Et c'est aussi un vrai plus pour que l'information soit bien gouvernée, bien suivie en interne, et que, d'ailleurs, on a parlé des assurances. Le marché a été un marché difficile pour les assureurs, enfin pour les assurés, parce que les assureurs étaient très frileux à assurer. Ils reviennent en masse, ça c'est bien, mais pour autant ils sont assez exigeants. Et donc si vous êtes en mesure de démontrer que vous avez mis en place les prérequis normaux, vous baissez votre prime, vous augmentez votre couverture, et donc vous devenez aussi assurable. Donc c'est vraiment important parce que voilà, personne n'est à l'abri d'un risque cyber. Je me permets juste de rebondir sur cette slide, désolé. Je t'en prie. Deux sujets. Le premier, c'est effectivement le centre de coût. De plus en plus, on voit certaines entreprises, alors un peu plus agiles, qui commencent à dire qu'il n'y a pas un budget cyber, mais qu'il y a de la cyber intégrée dans tous les projets.
et que c'est pas un budget en plus, c'est intégré dans chaque projet dès le début. Ça évite que ça ressemble entre guillemets à un centre de coût en plus, et parce que de toute façon il n'y a pas de projet IT sans cyber. C'est pas voilà. Et pour rebondir sur la partie assurance, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Effectivement, ils sont beaucoup brûlés les ailes, et qu'une assurance par définition elle veut gagner de l'argent. Donc aujourd'hui sur le marché français ou mondial, il y a quasiment aucune entreprise qui est assurable. Donc il y a deux approches des assureurs, c'est soit ils vous assurent pas et ils vous demandent de vous mettre en conformité, soit ils vous assurent en sachant très bien qu'ils vont jamais vous payer. Donc c'est une vraie fausse protection parce qu'aujourd'hui, une assurance n'a vocation que d'assurer le risque résiduel, mais sauf que le risque résiduel dans une entreprise, il est à peu près à 90%. Donc ils ne vont pas assurer ça. Ils vont assurer peut-être les 5% qui restent. Donc il faut faire tout le reste avant et à la fin, puisque le risque zéro n'existe jamais, c'est là qu'on prend une cyberassurance. Ouais, en tempérant juste un petit peu les propos de Quentin, même si je suis complètement en phase avec lui, un des éléments clés, c'est l'audit. Hein. Quoi qu'il arrive, les compagnies d'assurance vous demandent de remplir des questionnaires. Donc le fait d'avoir fait des audits par différents tiers vous permet de démontrer à la compagnie ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc ça permet aussi de vous confronter par rapport à leur référentiel. Et après, à vous de regarder en détail si les primes sont assurables ou pas. Mais globalement, je pense que le marché s'adoucit quand même un petit peu. Il mature un peu. Alors pour le sujet audit, en général, les assurances vont vous demander de faire un audit après l'incident pour prouver que c'est de votre faute. Après, voilà, je dis ça, j'ai rien. Il vaut mieux le faire avant, de toute façon. Il y a des leviers financiers. Hein, donc, globalement, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée, l'NCLNC qui préconise entre 5 et 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise consacré à la sécurité. On est encore un petit peu loin. Donc ça vous donne quand même un petit peu le niveau d'investissement qu'une entreprise doit émettre. Donc il y a certains guichets de financement qui sont là pour aider les entreprises. Alors si vous êtes une entreprise de la défense, vous avez à la fois la BPI qui finance, enfin c'est nos impôts, qui financent les diagnostics portés par la BPI. Vous avez un projet Minasmart, donc Minasmart est un EDIH, donc un projet européen qui est cofinancé par la Commission européenne, qui peut vous aider aussi à financer à moitié les diagnostics qui vous sont nécessaires si vous êtes une entreprise identifiée comme sensible dans la défense. Si vous êtes une entreprise classique industrielle, il y en a beaucoup dans la région, il y a le programme Industrie du futur qui est porté par la région et piloté par le NE, qui vous permet de réduire à 50% les coûts de diagnostic et d'audit. Donc ça, c'est un point important. Donc gardez-le en tête si vous avez besoin de monter ça. Ça permet de réduire considérablement le niveau financier qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Et puis si vous êtes une start-up, une PME non industrielle et non défense, là encore, vous avez le dispositif Minasmart que Minalogic pilote, mais avec un consortium de 13 pôles et clusters dans la région qui prend aussi en charge la moitié des coûts de diagnostic. Donc ça aussi, gardez-le en tête. Ça reste un peu reste à charge, mais par rapport à l'enjeu qui est face aux PME, c'est fondamental, quoi qu'il arrive, de passer par cette étape de je regarde comment ma chambre est rangée et après j'identifie les actions pas à pas. Il faut être pragmatique, il ne s'agit pas de tout faire, mais il s'agit de rien oublier. Juste un petit focus là pour Minasmart. Donc, on a certains représentants dans la salle aussi. C'est un projet européen qui est important, qui vise à aider les PME de la région à accéder plus facilement au sujet de la cyber et de l'intelligence artificielle. Donc on est là pour vous accompagner et vous aider à financer vos projets. Et pour terminer, je reprécise que la région a fait un gros travail d'une panorama de la cybersécurité. On travaille définitivement en meute. On a la chance d'être dans une région très active dans la cybersécurité. Donc là encore, ce qu'il faut retenir, c'est de n'être jamais seul, de toujours vous faire accompagner. Il y a toujours des gens bien dans la région. Il y a 3 acteurs extrêmement performants. Évidemment, ce sont les meilleurs, il y en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à consulter ce panorama parce que vous allez avoir tous les acteurs de la région, privés, publics, les laboratoires qui sont là pour vous aider à avancer et à vous faire progresser. Et puis je remercie mes partenaires d'aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter certains des partenaires ici qui sont présents. Voilà, peu importe le chemin, avançons et peu importe le rythme, le premier pas est le plus difficile. Donc avançons ensemble et on est à votre disposition. Merci encore pour votre attention.